Avec vous, c'est votre parti pris. Catherine Gentil, la guerre des nuages, évidemment, on n'a pas envie de voir ces deux mots associés. Les nuages nous font rêver, la guerre un petit peu moins. De quoi nous parlez-vous? C'est d'ailleurs assez sérieux. Oui, c'est vrai, c'est la question. Est-ce que les nuages vont devenir l'arme des conflits de demain? C'est donc la question, d'autant qu'il faut savoir que 2,5 milliards d'habitants de la planète se trouvent dans des États où l'eau pose un problème, et même parfois un problème vital, le manque d'eau. Alors on connaissait la danse de la pluie des Cherokees, on connaissait sous l'Antiquité les incantations aux nymphes de la pluie, etc. Vous imaginez bien qu'au XXIe siècle, il y a des moyens beaucoup plus concrets et sûrement plus efficaces pour faire pleurer les nuages. Alors les premiers à les avoir utilisés, ces moyens, sont les Américains durant la guerre du Vietnam, plus précisément en 1966, et ça s'appelait l'opération Popeye. Et donc ils ont ensemencé les nuages, je vais vous expliquer après en quoi ça consiste, pour amplifier la mousson, et le but était ainsi de ralentir l'avancée des troupes communistes d'Ho Chi Minh, pour les noyer d'une certaine manière. Alors en quoi ça consiste, ce qu'on appelle ensemencer les nuages? Vous allez voir, il s'agit d'envoyer de l'eau dure d'argent, soit par des fusées lancées du sol, soit bien plus souvent, comme vous le voyez là, par des avions. Et l'eau dure d'argent rassemble donc des gouttelettes de pluie, et ces mini-particules modifient la structure des cumulus, nimbus et autres stratus, et donc déclenchent les précipitations. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Absolument. C'est limpide. Bon, alors, bien évidemment, alors comme certains, de l'eau de roche. voilà, diront, bravo, que c'est pour la bonne cause, parce que ça peut permettre évidemment d'être utilisé dans des zones où sévit la sécheresse, mais on comprend bien les rivalités que ce pouvoir quasi divin pourrait engendrer, parce que maîtriser évidemment la pluie, c'est presque divin. Et c'est d'ailleurs ce qui explique une chercheuse de l'IRIS qui a consacré une thèse à ce sujet qui est extrêmement sérieux. Les techniques présentées comme pouvant forcer un nuage à précipiter alors qu'il aurait normalement pris plusieurs heures pour le faire, c'est-à-dire éventuellement d'ailleurs passer dans le pays suivant, eh bien évidemment, ça vont devenir de plus en plus propices au conflit, sans parler des séquelles éventuellement sanitaires sur lesquelles on n'a pas encore beaucoup travaillé. Et effectivement, par exemple, dans une région comme le Moyen-Orient, où déjà les tensions évidemment sont on ne peut plus fortes, eh bien en 2018, on a frôlé un incident qui aurait pu dégénérer entre Téhéran et Tel Aviv, parce qu'un général très important du régime des Mollahs avait déclaré « Nous faisons face », vous allez voir ce qu'il avait déclaré, voilà, c'est lui, Gholam Zera Jalali, « Nous faisons face à un phénomène de vol de nuages et de neige de la part d'Israël ». Alors, évidemment, sorti du contexte, ça paraît complètement fou, mais il avait fallu qu'un météorologue iranien, d'ailleurs, dise qu'il n'y avait aucune preuve pour éteindre cette montée en tension entre l'Iran, soumis évidemment à des sécheresses récurrentes, et Israël, que ça s'arrête là. Alors une cinquantaine de pays désormais travaillent sur ce dossier, y compris la France, mais celui qui est le plus en avance, c'est la Chine, qui a investi $1 milliard et qui explique déjà que les Chinois disposeront d'un système développé de modification de la météo dès 2025, c'est-à-dire demain. Les techniques sur lesquelles tous ces pays se penchent doivent permettre de faire pleuvoir, mais aussi d'empêcher des catastrophes climatiques comme la grêle ou les tornades, etc. Et évidemment, les pays qui vont contrôler ce système pourront, eux, éviter des catastrophes climatiques, mais pourront, à contrario, en infliger à leurs voisins, surtout en période d'affrontement. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut renoncer absolument à cette arme qui peut être une arme majeure. D'ailleurs, il y a une convention qui existe depuis 1976 à l'ONU, mais autant vous dire que les 193 pays qui font partie de l'organisation ne l'ont pas tous signée, et bien loin de là. Alors aujourd'hui, pourquoi je vous parle de cette guerre des nuages? Eh bien parce que c'est la 3e journée internationale des nuages. C'est un moyen d'essayer d'attirer l'attention de l'opinion publique mondiale sur cet enjeu qui pourrait devenir majeur si c'est la loi du plus fort qui l'emporte, au point d'engendrer donc des tensions géopolitiques qui pourraient conduire à un scénario catastrophe de famine, d'inondation et de conflits supplémentaires. Donc il est temps de comprendre que ces très beaux nuages sont un bien commun de l'humanité et qu'il est temps de les protéger. Protégeons-les, et que ça ne devienne pas évidemment des armes de guerre. C'était à la fois passionnant, je pense que ça nous a tous un peu sidérés, et inquiétant. Le réchauffement climatique va évidemment accuser, oui. Il va avoir beaucoup plus d'ampleur à ces sujets-là dans les années qui viennent. Et c'est la ressource en eau derrière qui est évidemment en question à nouveau. Merci beaucoup. If you can do so, could you tell us about some of your recent
discussions, conversations, briefings that you've had with political leaders from the states in question that have asked you what you think? First of all, what did they specifically ask you, if you can tell us, and how did they respond to your answers? Yes, Colonel McGregor, I had an hour conference call yesterday with the representatives and senators from the Carolinas, and we presented the data to them to answer their questions about how this manipulation occurs. They realized this was not a natural event. They're trying to digest the fact that their states were literally under assault from weather modification operations that are clearly connected with DoD operations, and we can speculate again on the agendas and objectives being carried out, but the fact that the storm was manipulated is absolutely inarguable. We know that technology to stop these rotations from even occurring has existed for decades with the manipulation of atmospheric pressure zones. HAARP in Alaska is one example many people are familiar with. That's an ionosphere heater. That's a weapon of mass destruction, period. It can cause an electrical chain reaction in the ionosphere, which heats it to extraordinarily high temperatures, which causes the atmosphere to bulge up and down. The downward push creates a high pressure dome that can steer the jet stream. And the same type of manipulation can create low pressure zones. And when they have this type of power over the climate system, they can make or break these storms anytime they want. And again, what we see now is storms kept weaker as they're over the ocean because they're harder to steer until they reach the land-based network of transmitters. And then we have, Colonel McGregor, rapid intensification. You've heard that term probably a lot lately, because that's how they manipulate these storms. And again, we have Acapulco last October being the extreme example of rapid intensification, an insignificant low pressure system developed into the strongest Cat 5 hurricane to ever hit that part of the world in less than 24 hours, laid waste to Acapulco. And by the way, Hurricane John, which just hit Acapulco again as Hurricane Helene was wreaking havoc in the Carolinas. Not many people know that. So Acapulco just got dealt another blow. So again, how many agendas and objectives are being carried out when we know they can manipulate these storms, and we know they can make or break them anytime they want? And again, I bring up the oil infrastructure in the Gulf of Mexico that seems to magically miss any sort of damaging storm again and again and again, while the storms wreak havoc inland and on shorelines. It's not a coincidence. They have that much sway over the storm. Yes. The question here is, how does this hurricane's path differ from others that we've seen? I've already had a lot of people call me from the Asheville area, talk specifically about the horrendous damage, and many of them pointed out that that is not Hurricane Alley per se. It's not an area that normally attracts storms. Can you help us understand this? Well, the bottom line is it was directed there, as the transmission recordings clearly show. They kept that moisture corralled there to deluge in the same location. So again, these are patented technologies, and the fact that we have the entire so-called meteorological community denying that this is going on to protect their paychecks and pensions is absolutely criminal at this point. We know we have private defense contractors that are neck deep in the patents that manipulate these storms, Raytheon, Lockheed Martin. We know those two in particular do the weather modeling for the nation's weathermen, National Weather Service and NOAA. Again, both agencies have an illegal federal gag order on them. So at this point, this is an emperor has no clothes moment. That's the best description I can give for something that is so blatantly obvious and inarguable, can only be considered weather warfare at this point. And the fact that, again, the so-called science community is denying this manipulation is criminal. It's absolutely criminal, Colonel McGregor.